Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du tisserand d'étoiles. Dans les îles mystérieuses de l'archipel indonésien, là où la brume matinale s'accroche au sommet des volcans et où la mer de Java murmure d'anciennes légendes, vivait autrefois une jeune femme nommée Dewi. Son village se trouvait niché entre la forêt profonde et l'océan paisible sur l'île de Java. Les habitants y vivaient en harmonie avec la nature, respectant les esprits qui, selon leurs croyances, habitaient chaque arbre, chaque rivière et chaque pierre. Dewi était connue dans tout son village pour son talent extraordinaire de tisseuse. Ses doigts agiles dansaient sur le métier à tisser, tandis qu'elle créait des batiks aux motifs complexes et des ikats aux couleurs vibrantes qui racontaient des histoires de son peuple. Ses créations étaient si belles qu'on disait qu'elles capturaient l'essence même de la vie. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait derrière l'horizon et que les premières étoiles commençaient à illuminer le ciel, Dewi s'asseyait sur le seuil de sa modeste maison en bois et contemplait le firmament. Les étoiles la fascinaient plus que tout au monde. Elle aimait imaginer que chacune d'entre elles était un fil d'or dans un immense tissu cosmique. Un soir, alors que la lune était pleine et que le ciel était particulièrement limpide, Dewi remarqua une étrange constellation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sept étoiles formaient un motif semblable à un métier à tisser céleste. Intriguée, elle observa ce phénomène jusqu'à ce que ses paupières deviennent lourdes et qu'elle s'endorme sur le pas de sa porte. Cette nuit-là, Dewi fit un rêve étrange et merveilleux. Une vieille femme aux longs cheveux blancs comme la lune lui apparut, flottant dans les airs. Son corps était enveloppé d'un sarong aux couleurs changeantes comme le ciel à l'aube. Je suis Niyai Pohassi, l'esprit du tissage et gardienne des rêves, dit la femme d'une voix aussi douce que le bruissement des feuilles de bambou. Je t'observe depuis longtemps, Dewi. Ton talent est grand, mais ton cœur l'est encore plus. Dewi s'inclina respectueusement, comme le voulait la tradition.
je te propose un voyage, continua la vieille dame. Un voyage à travers les îles de notre terre bénie pour apprendre les secrets du tissage sacré. Si tu réussis à collecter 7 fils magiques et à les tisser ensemble, tu pourras créer un Caïn sans quête si puissant qu'il apportera prospérité et paix à ton village pour les générations à venir. Mais je ne suis qu'une simple tisseuse, répondit humblement Dewi. Niai Poasi sourit avec bienveillance. Tu es bien plus que cela, mon enfant. Tu es celle qui peut tisser les rêves et la réalité ensemble. Sur ces mots, l'esprit disparut, laissant derrière elle un parfum subtil de fleurs de jasmin et une petite boîte en bois de santal finement sculptée. Lorsque Dewi se réveilla à l'aube, elle fut surprise de trouver cette même boîte posée à côté d'elle. Ce n'était donc pas un simple rêve. À l'intérieur de la boîte se trouvait une carte ancienne dessinée sur un morceau de tissu jauni par le temps, montrant les différentes îles de l'archipel indonésien. 7 points lumineux marquaient des endroits spécifiques. Sumatra, Bornéo, Sulawesi, Bali, les Moluques, la Papouasie et bien sûr Java. Au centre de la carte, une inscription en caractères anciens que Dewi déchiffra lentement. Cherche les gardiens des fils sacrés. Prouve ta valeur par ton cœur et ton esprit. Tisse la toile qui relie le ciel et la terre et ramène l'harmonie dans un monde divisé. Le cœur battant d'excitation et d'appréhension, Dewi sut ce qu'elle devait faire. Elle prépara un baluchon avec quelques provisions, son peigne à tisser en bois de rose, un petit couteau et la boîte mystérieuse. Après avoir fait ses adieux à sa famille et aux anciens du village, elle se mit en route au lever du soleil suivant. Le premier point sur la carte menait Dewi vers la grande île de Sumatra, séparée de Java par le détroit de la Sonde. Elle embarqua sur un petit bateau de pêcheurs qui acceptèrent de la transporter en échange de l'un de ses beaux tissus. La traversée fut paisible, bercée par le rythme lent des vagues et les chants traditionnels des marins. Dewi observait l'horizon où le bleu profond de l'océan se fondait avec le bleu clair du ciel. Les dauphins accompagnaient parfois leurs embarcations, comme pour lui souhaiter bonne chance dans sa quête.
Arrivé sur les côtes de l'île, Dewi se dirigea vers l'intérieur des terres, suivant le cours d'une rivière sinueuse qui s'enfonçait dans la jungle dense. Les forêts de Sumatra étaient connues pour leur richesse et leur mystère, abritant des créatures rares et des plantes aux propriétés extraordinaires. Après plusieurs jours de marche, s'arrêtant dans de petits villages où elle était accueillie avec hospitalité, Dewi atteignit une région où les arbres étaient si grands qu'ils semblaient toucher les nuages. C'est là, selon la carte, qu'elle devait trouver le premier fil sacré. Au cœur de cette forêt majestueuse se dressait un arbre particulier, un banyan gigantesque, dont les racines aériennes formaient un labyrinthe naturel. Les habitants de la région l'appelaient Pohon Kehidupan, l'arbre de vie, et le considéraient comme sacré. Dewi s'approcha respectueusement de l'arbre, s'inclinant 3 fois comme le voulait la coutume. Elle s'assit ensuite en tailleur devant le tronc principal et ferma les yeux, entrant dans un état de méditation profonde comme lui avait enseigné sa grand-mère. Le temps s'écoula lentement, et alors que le soleil commençait à décliner, Dewi sentit une présence. Elle ouvrit les yeux pour découvrir devant elle un être étrange, mi-homme, mi-arbre. Sa peau ressemblait à de l'écorce et ses cheveux étaient faits de fines lianes vertes où poussaient de minuscules fleurs blanches. « Je suis Antu Kayu, l'esprit de cette forêt, » dit-il d'une voix qui ressemblait au bruissement des feuilles. « Pourquoi viens-tu troubler ma tranquillité, jeune tisseuse ?» Dewi expliqua sa quête avec humilité et respect, montrant la carte et parlant de sa rencontre avec Niai Poasi. L'esprit l'écouta attentivement, puis hocha lentement la tête. La gardienne des rêves ne choisit pas ses émissaires à la légère. Je possède effectivement l'un des fils que tu cherches, mais il te faudra prouver que tu en es digne. Comment puis-je faire cela ? Demanda Dewi. Ma forêt souffre, expliqua Antu Kayu. Les humains viennent couper mes enfants pour en faire des planches et du papier. Ils ne plantent rien en retour et ne respectent plus les anciennes traditions. Montre-moi que tu comprends la valeur de l'équilibre et du respect de la nature. Dewi réfléchit profondément à ce défi. Elle savait que les humains avaient besoin du bois pour construire leurs maisons et leurs bateaux. Mais elle comprenait aussi la douleur de l'esprit de la forêt. Elle sortit alors de son baluchon un morceau de tissu blanc et commença à y broder un motif complexe représentant le cycle de vie de la forêt.
des graines germant, des arbres grandissant, des fruits nourrissant les animaux, des feuilles retournant à la terre. Tandis qu'elle travaillait, elle chantait doucement une ancienne chanson de son village, un hymne à la terre nourricière. Pendant 3 jours et 3 nuits, Dewi travailla sur son tissu sans s'arrêter, sauf pour boire un peu d'eau de source et grignoter quelques fruits que les animaux de la forêt lui apportaient, comme s'ils comprenaient son intention. Lorsqu'elle eut terminé, elle présenta son œuvre à Antukayu. Le tissu semblait presque vivant, les motifs changeant subtilement selon l'angle de la lumière qui filtrait à travers la canopée. Voici mon engagement, dit Devi. Je promets de partager cette histoire avec tous les villages que je traverserai, pour rappeler aux humains qu'ils doivent planter un arbre pour chacun qu'ils abattent, et honorer les esprits de la forêt par des offrandes et des prières. Antukayu examina le tissu avec attention, puis sourit, révélant des dents semblables à de petites graines brillantes. Ton cœur est pur, tisseuse. Je te donne ce fil, créé à partir de la sève d'or de mes plus anciens enfants. Il tendit sa main écorchée, et au creux de sa paume apparut un fil brillant couleur d'ambre, scintillant de 1000 reflets, comme la lumière du soleil à travers les feuilles. Dewi s'inclina profondément et accepta le précieux don, qu'elle plaça soigneusement dans la boîte en bois de santal. Le premier fil était maintenant en sa possession. Avant qu'elle ne quitte la forêt, Antukayu lui offrit un autre cadeau, une petite graine brillante comme une émeraude. Plante-la dans ton village lorsque ta quête sera terminée, dit-il. Elle grandira pour devenir un arbre dont les fruits apaiseront les cauchemars et apporteront des rêves paisibles à tous ceux qui dormiront sous les branches. Dewi remercia l'esprit et reprit sa route, le cœur léger et plein d'espoir. Sa quête ne faisait que commencer, mais elle sentait déjà que ce voyage la transformerait profondément. Le voyage vers Bornéo, la plus grande île de l'archipel indonésien, fut plus périlleux. Devi dut traverser des mers agitées sur un bateau marchand transportant des épices et du bois précieux. Les tempêtes tropicales rendaient la navigation difficile et plus d'une fois, elle crut que leur embarcation allait chavirer sous la force des vagues. Pendant ces moments d'incertitude, Devi observait les marins qui, malgré le danger, gardaient leur calme et travaillaient ensemble pour maintenir le cap. Elle admirait leur courage et leur solidarité, des qualités qu'elle savait essentielles pour réussir sa propre quête. Après de nombreux jours en mer, ils atteignirent enfin les côtes verdoyantes de Bornéo. Selon la carte,
Le deuxième fil se trouvait dans les montagnes centrales de l'île, territoire des Dayaks, un peuple fier aux traditions ancestrales. Dewi remonta le cours d'une rivière large et paisible à bord d'une pirogue, observant avec émerveillement la biodiversité incroyable qui l'entourait. Des oiseaux au plumage coloré volaient d'arbre en arbre. Des singes curieux l'observaient depuis les branches, et parfois elle apercevait même le museau d'un crocodile émergeant furtivement de l'eau. Le soir, elle s'arrêtait dans les villages sur pilotis où elle était accueillie avec curiosité et hospitalité. En échange de l'hébergement et de la nourriture, Dewi partageait ses connaissances en tissage et racontait des histoires de son île natale. Elle n'oubliait jamais de transmettre le message de Antukayu sur l'importance de préserver l'équilibre de la nature. Au fil des jours, le paysage changea progressivement. La jungle dense laissa place à des collines, puis à des montagnes escarpées. L'air devint plus frais et plus léger, et Dewi pouvait voir au loin les sommets brumeux qui semblaient toucher le ciel. C'est dans ces montagnes qu'elle espérait trouver le gardien du deuxième fil. Selon les légendes locales qu'on lui avait racontées, les Dayaks croyaient que les sommets étaient habités par des esprits puissants qui contrôlaient le climat et protégeaient les trésors cachés dans les grottes profondes. Après une ascension difficile qui mit à l'épreuve son endurance, Dewi atteignit un plateau où se dressait un village traditionnel dayak. Les longues maisons sur pilotis, appelées Rumah Panjang, s'étendaient sur plusieurs dizaines de mètres, abritant plusieurs familles sous un même toit. Elle fut conduite devant le chef du village, un homme âgé aux longs cheveux gris tressés et au corps couvert de tatouages traditionnels, qui racontait son histoire et ses exploits. Une étrangère qui voyage seule dans nos montagnes, dit-il en la scrutant de ses yeux sombres et perçants. Que cherches-tu ici, fille de Java? Dewi expliqua sa quête, montrant respectueusement la carte et la boîte contenant le premier fil. Le chef l'écouta attentivement, puis consulta les anciens du village. Après une longue discussion dans leur dialecte local, il se tourna de nouveau vers elle. Nous connaissons la légende du tissage céleste, dit-il, et nous gardons effectivement l'un des fils sacrés. Mais selon nos traditions, seule une personne qui comprend véritablement l'esprit de nos montagnes peut le recevoir. Il lui expliqua alors qu'elle devrait passer une nuit seule dans une grotte sacrée située près du sommet de la plus haute montagne. Cette grotte était considérée comme un passage vers le monde des esprits et peu de personnes osaient y pénétrer. Si tu y survis à la nuit et que les esprits te jugent digne, tu trouveras le fil au matin, conclut-il.
Bien que nerveuse, Dewi accepta le défi. Après s'être reposée et avoir partagé un repas avec la communauté, elle fut guidée vers la montagne par un jeune homme du village. Ils marchèrent pendant des heures, s'élevant toujours plus haut jusqu'à ce que les nuages semblent à portée de main. À mesure qu'ils montaient, le jeune guide lui raconta l'histoire de la montagne et les légendes qui y étaient associées. On disait que dans les temps anciens, un dragon céleste avait été blessé lors d'une bataille contre les démons et s'était réfugié dans cette montagne pour guérir. Son sang magique avait imprégné les roches, leur conférant des propriétés spéciales. C'est pourquoi nous respectons tant ces lieux, expliqua le guide. La montagne nous protège et nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Eau pure, plantes médicinales, abri contre les tempêtes. Ils atteignirent finalement l'entrée de la grotte alors que le soleil commença à disparaître derrière l'horizon. L'ouverture dans la roche ressemblait à la gueule d'un dragon, avec des stalactites en guise de dents. « Je ne peux pas aller plus loin, » dit le guide en lui tendant une petite lampe à huile. « Souviens-toi, écoute la montagne, ressens son cœur battre sous tes pieds et ne crains pas ce que tu pourrais voir ou entendre cette nuit. » Sur ces mots, il repartit, la laissant seule face à l'obscurité béante de la grotte. Rassemblant son courage, elle alluma la lampe et pénétra dans l'antre de pierre. L'intérieur était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Des formations rocheuses aux formes étranges créaient des ombres dansantes sous la lumière vacillante de sa lampe. L'air était frais et humide, et elle pouvait entendre au loin le son apaisant de l'eau qui gouttait. Dewi s'installa dans un recoin relativement sec, s'enveloppant dans sa cape pour se protéger du froid. Elle plaça la lampe devant elle et attendit, tous ses sens en alerte. La fatigue commençait à l'envahir et ses paupières devenaient lourdes. Juste au moment où elle allait s'endormir, un bruit soudain la fit sursauter. C'est comme si quelque chose de lourd se déplaçait plus profondément dans la grotte. Dewi se redressa, le cœur battant. La lampe vacilla puis s'éteignit, la plongeant dans une obscurité totale. Pendant un instant, la panique menaça de la submerger, mais elle se souvint de paroles de son guide. Ne crains pas ce que tu pourrais voir ou entendre. Respirant profondément pour calmer son esprit, elle ferma les yeux et se concentra sur les sensations autour d'elle. Lentement, elle commença à percevoir quelque chose d'étrange. La roche sous elle semblait vibrer avec un rythme régulier, comme un immense cœur battant. « Je suis Gunung, l'esprit de cette montagne, » dit une voix profonde qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Pourquoi troubles-tu mon sommeil, petite humaine ?» La voix était puissante mais pas menaçante. Dewi ouvrit les yeux et à sa grande surprise, elle pouvait voir dans l'obscurité. Les murs de la grotte émettaient une faible lueur bleutée, révélant des peintures rupestres anciennes qui racontaient l'histoire du peuple Dayak et de leur rencontre avec les esprits.
je cherche le fil sacré pour tisser une toile qui apportera l'harmonie, répondit-elle. Un rire doux résonna dans la caverne. L'harmonie, un concept que vous, humains, semblez avoir du mal à comprendre. Comment espères-tu apporter l'harmonie quand ton propre peuple se divise et se bat pour des territoires et des richesses? La question prit Devi au dépourvu. Elle réfléchit longuement avant de répondre, cherchant les mots justes. L'harmonie n'est pas l'absence de différence, dit-elle finalement. C'est comme dans le tissage. Des fils de couleurs et de textures différentes créent ensemble un motif plus beau que chacun ne pourrait l'être séparément. Peut-être que nous, humains, avons besoin d'un rappel de cette vérité. Un silence suivit ces paroles, et pendant un moment, elle se demanda si l'esprit était parti. Puis lentement, une forme commença à se matérialiser devant elle, une silhouette imposante, composée de roches et de cristaux, avec des yeux brillants comme des étoiles. « Ta réponse me plaît, tisseuse, dit Gunung. Mais les paroles, sans action, sont comme des graines qui ne germent jamais. Montre-moi ta compréhension de l'harmonie. » Dewi sortit de son baluchon le tissu qu'elle avait créé dans la forêt de Sumatra. Elle le déplia délicatement et le plaça sur le sol de la grotte. Puis, utilisant un fil de sa propre création qu'elle avait apporté de Java, elle commença à ajouter un nouveau motif au tissu existant. Ses doigts travaillaient avec précision dans la lueur bleutée, ajoutant des montagnes majestueuses qui se fondaient harmonieusement avec la forêt déjà représentée. Elle intégra des symboles dayak traditionnels qu'elle avait observés dans le village, créant ainsi un pont visuel entre les cultures. Tout en tissant, elle chantait doucement une berceuse de son enfance, sa voix se mêlant aux échos de la grotte pour créer une mélodie hypnotique. L'esprit de la montagne observait son travail en silence. À mesure que le motif se complexifiait, la lumière dans la grotte s'intensifiait, révélant des cristaux précieux incrustés dans les parois qui scintillaient comme des étoiles souterraines. Lorsqu'elle eut terminé, elle présenta son œuvre à Gunung. Le tissu représentait maintenant un paysage où la forêt et la montagne coexistaient en parfaite harmonie, avec des villageois Dayak et Javanais travaillant côte à côte. « Voici ma vision de l'harmonie, » dit-elle, différents mais unis, comme les diverses îles de notre archipel. L'esprit de la montagne lui dit « Tu possèdes un don rare, tisseuse, la capacité de voir les liens invisibles qui unissent toutes choses. Voici le fil que tu recherches. » Il tendit sa main massive, et au centre de sa paume cristalline se trouvait un fil argenté qui brillait comme la lumière de la lune sur la neige des plus hauts sommets. Ce fil est fait de la lumière des étoiles, capturée dans les cristaux de mes profondeurs. Il te donnera la force de continuer ton voyage quand la fatigue menacera de te submerger. Dewi s'inclina profondément et accepta le précieux don, l'ajoutant au premier fil dans sa boîte en bois de santal. Repose-toi maintenant, dit l'esprit. Au matin, tu trouveras ton chemin vers ta prochaine destination.
Dewi s'allongea sur le sol de la grotte. Le battement rythmique de la montagne sous elle agissait comme une berceuse, et bientôt elle sombra dans un sommeil profond et réparateur, peuplé de rêves où elle volait au-dessus des îles de l'archipel, connectant leur peuple avec des fils invisibles mais solides. Lorsque Devi se réveilla le lendemain matin, un rayon de soleil pénétrait par une ouverture dans le plafond de la grotte, illuminant exactement l'endroit où elle s'était endormie. C'était comme si la montagne elle-même lui souhaitait un bon réveil. À côté d'elle, elle trouva un petit sac en tissu qui n'était pas là la veille. Il contenait des provisions fraîches, fruits de montagne, noix et un petit flocon d'eau cristalline. Un cadeau d'adieu de Gunung, pensa-t-elle avec gratitude. En sortant de la grotte, elle fut accueillie par une vue époustouflante. De cette hauteur, elle pouvait voir la jungle s'étendre à perdre de vue, traversée par des rivières sinueuses qui scintillaient comme des fils d'argent sous le soleil matinal. Au loin, la mer entourait l'île dans une étreinte bleu profond. Le retour au village fut accueilli par des célébrations. Les Dayaks, impressionnés par son exploit, lui offrirent des cadeaux, un bracelet en perles au motif traditionnel pour la protéger pendant son voyage et une dague cérémonielle filement ciselée. Le chef du village lui donna également des indications précieuses pour continuer sa quête. Le voyage vers Bali fut plus facile que les précédents. Devi put embarquer sur un grand navire commercial qui faisait la liaison entre les îles principales de l'archipel. Sur le pont, elle passait des heures à observer l'océan et le ciel se fondre à l'horizon, méditant sur ce qu'elle avait appris jusqu'ici. Après plusieurs jours de navigation, le capitaine annonça qu'ils approchaient de Bali. À l'horizon se dessinait la silhouette majestueuse du mont Agung, le volcan sacré considéré par les Balinais comme la demeure des dieux. Dès qu'elle posa le pied sur le sol balinais, Dewi fut enveloppée par une atmosphère particulière. L'air semblait vibrer d'une énergie spirituelle palpable. Partout, des offrandes colorées, appelées kanon, sari, ornaient les entrées des maisons, des commerces et des temples. Le parfum de l'encens et des fleurs de frangipanier embaumait l'air. Devi se mit en route, traversant des villages où la vie quotidienne était rythmée par des rituels et cérémonies. Les Balinais, adeptes d'une forme unique d'hindouisme mêlée aux croyances locales, intégraient le sacré dans chaque aspect de leurs existences. Elle fut particulièrement touchée par le concept balinais de Tri-Ita Karana, qui prônait l'harmonie entre les humains, la nature et les divinités. Cette philosophie se reflétait dans l'aménagement même du paysage. Les rizières en terrasse n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles incarnaient un équilibre parfait entre les besoins humains et le respect de l'environnement. Dewi passa plusieurs jours à apprendre auprès des maîtres tisserands locaux, échangeant des techniques et des histoires. Elle leur parla de sa quête, et bien que certains semblaient sceptiques, une vieille tisseuse aux mains ridées par des décennies de travail l'écouta avec une attention particulière.
Je connais l'histoire du tissage céleste, dit la vieille femme après que Devi ait terminé son récit. Ma grand-mère m'en parlait quand j'étais enfant. Si tu cherches vraiment le troisième fil, tu dois te rendre au temple de Besaki, sur les flancs du mont Ogun. C'est là que réside Devi Sri, la déesse du riz et de la fertilité. Suivant ce conseil, Devi entreprit l'ascension du mont. Le chemin traversait des forêts luxuriantes où des singes curieux l'observaient depuis les branches. Les villages traditionnels où elle était invitée à partager des repas simples mais délicieux, et enfin les célèbres rizières en terrasse qui s'étageaient comme des escaliers vers le ciel. C'est là que dans ces rizières elle remarqua quelque chose d'étrange. Alors que la plupart des champs étaient d'un vert éclatant, une section particulière semblait flétrie et jaunie, comme si la vie s'en était retirée. Intriguée, Devi s'approcha et rencontra un vieux fermier au visage buriné par le soleil, qui contemplait tristement ses cultures mourantes. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle avec compassion. Le vieil homme soupira. « L'équilibre est rompu, dit-il. Depuis des générations, nous travaillons ces terres en suivant le système du Subak, une méthode d'irrigation qui respecte l'eau comme un don précieux des dieux. Mais récemment, certains ont abandonné les anciennes pratiques pour des méthodes plus rapides, utilisant des produits chimiques qui empoisonnent la terre et perturbent le cycle d'eau. Il désigna les canaux d'irrigation complexes qui serpentaient entre les terrasses. Notre système est comme un tissu. Chaque fil compte, chaque connexion a un but. Quand une partie est endommagée, l'ensemble souffre. Devi comprit immédiatement. Le système d'irrigation balinais était en effet comme un immense métier à tisser, reliant les communautés entre elles et à leurs environnements. « Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ?» proposa-t-elle. Le vieil homme la regarda avec curiosité. « Tu n'es pas d'ici, pourtant tu sembles comprendre notre dilemme. Peut-être es-tu envahi par Devi Sri elle-même ?» Il lui expliqua que le temple dédié à la déesse du riz se trouvait au sommet de cette section de rizière. Selon la tradition, une cérémonie spéciale devait y être tenue à chaque saison des plantations pour garantir l'harmonie du Subak. Mais cette année, le prêtre qui dirigeait habituellement le rituel était tombé malade et personne n'avait les connaissances nécessaires pour le remplacer. Sans la bénédiction de Devi Sri, nos récoltes continueront à dépérir, conclut-il tristement. Je vais vous aider à organiser la cérémonie, dit Devi, avec détermination. J'ai appris beaucoup sur les rituels en voyageant à travers les îles. Le vieil homme lui dit « Si tu parviens à restaurer l'équilibre du Subak, notre communauté t'en sera éternellement reconnaissante. » Le vieil homme expliqua que la cérémonie nécessitait plusieurs éléments, des offrandes de fruits et de fleurs, de l'encens, des prières spécifiques et surtout un nouveau tissu rituel à offrir à la déesse. Devi accepta ce défi avec humilité. Pendant les jours qui suivirent, elle parcourut les rizières, observant attentivement le système d'irrigation, étudiant comment l'eau s'écoulait d'une terrasse à l'autre et comment chaque famille de fermiers contribuait à l'entretien des canaux et des digues. Armée de ces connaissances, elle commença à tisser. Elle utilisa des fils teints avec des colorants naturels. Dans son motif, elle intégra des symboles balinais traditionnels
et des représentations stylisées du système d'irrigation. Le jour de la cérémonie arriva, toute la communauté s'était rassemblée autour du temple. L'air était chargé d'anticipation et d'espoir. Guidée par les indications du vieil homme et les souvenirs des cérémonies auxquelles elle avait assisté pendant son voyage, Dewi dirigea le rituel. Elle disposa harmonieusement les offrandes autour de l'autel, alluma l'encens et récita les mantras anciens qui honoraient la terre nourricière. Elle s'approcha de la statue de Devi Sri et avec une profonde révérence déposa le tissu sur le genou de la déesse. Puis elle ferma les yeux et adressa une prière silencieuse, demandant la restauration de l'harmonie dans les rizières. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis un souffle de vent traversa le temple, faisant vaciller les flammes des bougies sans les éteindre. Le parfum des fleurs s'intensifia soudainement, enveloppant les fidèles dans une aura enivrante. Lorsque Dewi réouvrit les yeux, elle vit avec stupéfaction que le tissu sur les genoux de la déesse avait changé. Le fil d'or étincelant s'était ajouté au motif parcourant les représentations des canaux d'irrigation comme un filet de lumière liquide. Au même moment, un bruit de cascade attira l'attention de tous les villageois. L'eau avait recommencé à couler dans les canaux asséchés, apportant une nouvelle vigueur aux plants de riz flétris. « C'est un miracle !» s'exclama le vieil homme, les larmes aux yeux. « La déesse a accepté ton offrande et restauré l'équilibre du Subak. » Tandis que la communauté célébrait ce retour de l'harmonie avec des danses et des chants traditionnels, Dewi s'approcha discrètement de la statue. Elle comprit que le fil doré qui était apparu sur le tissu était le troisième fil qu'elle cherchait. Avec respect, elle le détacha délicatement et l'ajouta aux deux autres dans sa boîte en bois de santal. Avant de quitter Bali, elle partagea avec les tisserands locaux les techniques qu'elle avait apprises lors de son voyage, et en échange, ils lui enseignèrent les subtilités de l'Ika balinais. Le vieil homme lui offrit un petit paquet enveloppé dans une feuille de bananier. « C'est une graine de riz spéciale, bénie par la déesse elle-même, expliqua-t-il. Plante-la dans ton village lorsque ta quête sera achevée. Elle donnera naissance à un riz qui ne connaîtra jamais la famine. » Reconnaissante pour ce cadeau précieux, elle le plaça soigneusement dans son baluchon, aux côtés de la graine d'arbre offerte par Antu Kayu. La prochaine destination de Dewi était l'île de Sulawesi. Selon sa carte, le quatrième fil se trouvait dans les profondeurs marines, au large des côtes de l'île, gardées par les esprits de l'océan. Arrivée sur les côtes de Sulawesi, elle chercha un village de pêcheurs qui pourrait l'aider dans sa quête. Elle trouva une communauté Bajo, souvent appelée nomades de la mer, un peuple dont la vie était intimement liée à l'océan. Elle fut accueillie par une famille Bajo qui accepta de l'héberger dans leur maison sur pilotis, construite directement au-dessus des eaux turquoises. Elle partagea son histoire avec ses hôtes, expliquant sa quête des 7 fils sacrés. La grand-mère de la famille
une femme âgée au visage ridé par le soleil et l'eau salée, hocha la tête avec compréhension. Elle expliqua à Dewi que non loin de leur village se trouvait un récif corallien sacré, considéré comme un portail vers le royaume sous-marin. Cependant, ces dernières années, le récif souffrait. Certains coraux blanchissaient et mouraient. Les poissons se faisaient plus rares et les pêcheurs devaient aller toujours plus loin pour trouver leur subsistance. Dewi comprit que sa tâche serait de restaurer l'harmonie dans cet écosystème fragile, comme elle l'avait fait pour les rizières de Bali. Mais comment communiquer avec les esprits de l'océan? Elle n'était pas une enfant de la mer comme les Bajau. Le lendemain, le fils de la famille, un jeune homme nommé Suku, qui était réputé pour être l'un des meilleurs plongeurs du village, proposa de l'emmener voir le récif. Ils partirent à l'aube sur une pirogue à balancier traditionnel, s'éloignant lentement de la côte jusqu'à atteindre des eaux d'un bleu profond. Le récif sacré est juste en dessous de nous, dit Suku. Es-tu prête à plonger? Dewi acquiesça, bien que légèrement nerveuse. Après avoir pris quelques inspirations profondes pour se préparer, elle suivit Suku dans l'eau transparente. L'immersion dans ce monde sous-marin fut une révélation. Des couleurs qu'elle n'avait jamais imaginées, des formes de vie d'une diversité stupéfiante, une danse perpétuelle de lumière et d'ombre, créée par les rayons du soleil, filtrant à travers l'eau. Mais elle remarqua aussi les signes de détresse dont avait parlé la grand-mère. Au centre du récif se dressait une formation particulière. Un corail ancien en forme de spirale si grand qu'il devait avoir des centaines d'années. C'était vers cette structure que Suku la guidait. En s'approchant, Dewi remarqua que la spirale formait une sorte de chambre naturelle, comme une grotte sous-marine ouverte vers le haut, où la lumière créait des motifs hypnotiques. Suku lui fit signe de le suivre à l'intérieur de cette chambre corallienne. Une fois entré, il pointa vers le haut, lui indiquant qu'il pouvait remonter à la surface au centre de la spirale. Leurs têtes émergèrent dans une poche d'air surprenante, un sanctuaire secret au cœur du récif. Cet endroit est sacré pour notre peuple, expliqua-t-il. On dit que c'est ici que les humains peuvent communiquer avec Ni, la reine de la mer du Sud. Que dois-je faire? Demanda Dewi, impressionnée par la magie de cet endroit. Tu dois offrir quelque chose de précieux à la reine et lui demander son aide pour guérir le récif. Mais attention, elle peut voir au fond des cœurs et ne tolère pas la duplicité. Je vais tisser une offrande avec mes fils sacrés, décida-t-elle. C'est un choix courageux, dit-il. Ces fils sont précieux pour ta quête. Je vais te laisser seule pour communiquer avec la reine. Sur ces mots, il plongea, laissant Dewi seule dans ce sanctuaire mystérieux. Avec une concentration intense, elle commença à tisser un motif avec les 3 fils sacrés. Tandis qu'elle travaillait, elle sentit une présence autour d'elle. L'eau semblait vibrer d'une énergie nouvelle et les minuscules points lumineux s'intensifièrent, tournoyant comme des lucioles sous-marines.
Qui ose utiliser les fils sacrés dans mon domaine? Demanda une voix féminine, à la fois douce comme les murmures des vagues sur le sable et puissante comme le rugissement d'une tempête en haute mer. Je suis Dewi, une tisseuse de Java, répondit-elle en s'inclinant respectueusement. Je cherche les 7 fils sacrés pour tisser une toile qui apportera l'harmonie dans notre archipel. J'ai entendu parler de ta quête, tisseuse. Mais pourquoi devrais-je t'aider? Les humains ont trahi ma confiance tant de fois, polluant mes eaux, détruisant les maisons de mes enfants coralliens et pillant mes trésors sans respect ni modération. Votre Majesté, je ne peux pas réparer en un jour les torts causés par mon espèce, mais je peux promettre de partager l'histoire de votre royaume partout où j'irai. Rappelez aux humains que l'océan n'est pas seulement une source de nourriture ou une route de commerce, mais un monde à part entière. La reine prit le tissu et l'examina attentivement. Tes intentions sont pures, mais les intentions ne suffisent pas. Que peux-tu faire, toi seul, pour restaurer l'harmonie dans mon royaume? Je propose un pacte, dit Dewi. Si vous m'accordez le 4e fil, je m'engage à créer un tissu spécial qui représentera la beauté et la fragilité de votre monde sous-marin. Ce tissu sera offert au village potier, accompagné d'un enseignement sur les pratiques de pêche durable et le respect de l'océan. Et j'utiliserai mes compétences pour fabriquer des filets de pêche qui permettent aux jeunes poissons de s'échapper et qui se décomposent naturellement s'ils sont perdus en mer. Tu es ambitieuse, petite tisseuse, dit la reine. Mais comment puis-je être sûre que tu tiendras parole une fois que tu auras quitté mon royaume? En réponse, Dewi sortit de son baluchon les graines qui lui avaient été offertes. Ces graines sont des cadeaux précieux des esprits que j'ai rencontrés. Je suis prête à vous en offrir une en gage de ma sincérité. Quand elle sera plantée dans votre royaume, elle créera un lien indissoluble entre nos mondes. Garde tes graines tisseuses, elles sont leur destinée ailleurs. Voici ce que je te demande. Prends ce corail et incorpore-le dans ton tissage final. Ainsi, une partie de mon royaume sera toujours présente dans ton œuvre et je saurai si tu honores ton engagement. Dewi accepta le fragment de corail avec révérence. Satisfaite de cet échange, la reine de la mer du Sud plongea sa main dans les profondeurs de sa robe d'écume et en retira un fil d'un bleu si profond qu'il semblait contenir tous les mystères de l'océan. Voici le 4e fil, tissé à partir des larmes des baleines et de l'essence des courants marins qui relient toutes les îles de ton archipel. Utilise-le avec sagesse. Une dernière chose, ajouta la reine avant de disparaître. Le récif que tu as vu souffre effectivement des actions irréfléchies des humains, mais il n'est pas trop tard pour le sauver. Sur ces mots, la reine se fondit dans l'eau, disparaissant aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Dewi prit une dernière inspiration et plongea, suivant le tunnel comme Suku le lui avait indiqué. De retour au village, elle partagea son expérience et le message de la reine. En guise de remerciement pour sa médiation, ils offrirent à Dewi un collier fait de petits coquillages nacrés et une carte marine gravée sur de l'écorce de l'arbre
indiquant des routes sûres vers d'autres îles de l'archipel. Avant de partir, fidèle à sa promesse, Dewi créa pour eux un grand tissu représentant l'écosystème corallien dans toute sa splendeur. Le voyage vers les Moluques, les légendaires îles aux épices, fut plus long et plus périlleux que les précédents. Dewi voyageait maintenant sur un plus grand navire, un voilier robuste transportant des marchandises entre les îles. Durant la traversée, Dewi passait son temps à observer l'équipage multiculturel. Des marins javanais, Bugis, Macassar et Ambonnais travaillaient côte à côte, parlant un mélange de langues et partageant des histoires de leur terre natale. Les Moluques apparurent enfin à l'horizon, un archipel d'îles volcaniques aux formes dramatiques, couvertes de forêts luxuriantes et entourées d'eau cristalline. Les habitants lui parlèrent avec une crainte respectueuse des cavernes souterraines où des cristaux géants poussaient comme des arbres. Les lieux étaient considérés comme sacrés et peu osaient s'y aventurer. Après plusieurs jours de recherche, Dewi rencontra une vieille femme qui prétendait être une descendante des gardiens originels des grottes. Les grottes de cristal ne se révèlent pas à ceux qui les cherchent par simple curiosité, expliqua la vieille femme. Elles se montrent uniquement à ceux qui sont capables d'entendre le chant. Comment puis-je apprendre à entendre ce chant ? Demanda Dewi. Elle expliqua à Dewi qu'elle devait se rendre dans un lieu précis au centre de l'île, une clairière entourée de 7 cascades où les sons de la nature créaient une symphonie parfaite. Là, elle devrait méditer pendant 3 jours et 3 nuits, sans nourriture, ne buvant que de l'eau des cascades. C'est dans ce silence intérieur que tu commenceras à percevoir le chant qui te guidera vers les grottes, conclut la vieille gardienne. Suivant ses instructions, Dewi s'enfonça dans la forêt dense de Seram, guidé par un jeune homme du village qui connaissait le chemin jusqu'à la clairière aux 7 cascades. Finalement, ils atteignirent un lieu d'une beauté à couper le souffle, une clairière parfaitement circulaire, entourée de 7 chutes d'eau, chacune avec sa propre voix, du murmure délicat au grondement puissant. « Je reviendrai dans 3 jours, dit-il. » Dewi s'installa au centre de la clairière et ferma les yeux pour commencer à méditer. Elle médita ainsi pendant 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour apporta une clarté soudaine. Le monde de l'extérieur semblait s'estomper et Dewi entra dans un état de conscience altéré où les limites entre elle et son environnement devenaient floues. Le 3e jour apporta une clarté soudaine. Le monde extérieur semblait s'estomper et Dewi entra dans un état de conscience altéré où les limites entre elle et son environnement devenaient floues. C'est alors qu'elle entendit pour la première fois un son cristallin, presque imperceptible sous le chant des cascades. Au début, elle crut avoir imaginé ce son. Mais à mesure que sa méditation s'approfondissait, il devenait plus distinct, plus insistant. Lorsque la 3e nuit tomba, Dewi était rentrée dans un état de transe profonde. Le chant cristallin s'intensifia. Guidée par cette musique surnaturelle, elle se leva lentement et commença à marcher.
Ses pieds la menaient avec assurance à travers la forêt sombre, suivant un chemin invisible marqué uniquement par l'intensification du chant cristallin. Dewi arriva devant l'entrée d'une grotte dissimulée derrière une cascade. L'eau séparait mystérieusement devant elle, créant un passage sec comme si la nature elle-même l'invitait à entrer. Le chant qui l'avait guidée jusque-là émanait clairement des cristaux eux-mêmes. Chacun semblait produire une note unique, et ensemble, ils composaient une symphonie d'une beauté indescriptible. Tu as entendu notre appel, tisseuse, dit une voix qui semblait venir à la fois de partout et de nulle part. Peu d'humains en sont capables dans cette ère de bruit et de distraction. Une silhouette se matérialisa lentement à côté du grand cristal central. Ses traits étaient à la fois masculins et féminins, jeunes et anciens, comme si tous les aspects de l'existence étaient contenus dans cette unique entité. Je suis Cristal Jiwa. L'esprit de cristal, se présenta l'entité, gardien de la mémoire de la terre et des secrets du temps. Dewi s'inclina profondément. Je suis honorée de votre présence. Je cherche le 5e fil sacré pour mon tissage d'harmonie. L'esprit l'observa avec des yeux qui semblaient contenir des galaxies entières. Le fil que tu cherches est né de la patience et de la persistance. Sais-tu combien de temps il faut à un cristal comme ceci pour grandir? Comprends-tu la valeur d'un tel processus dans un monde qui privilégie l'instantané et l'éphémère? Dewi réfléchit à cette question, se rappelant sa propre expérience de tisseuse. Chaque fil doit être placé avec soin, chaque motif planifié avec précision. On ne peut pas précipiter la création d'un beau tissu, tout comme on ne peut pas forcer un cristal à grandir plus vite. Cristal Jiwa sembla approuver cette réponse. Tes créations, bien que belles, sont éphémères. Elles s'usent, se déchirent. Nos cristaux, en revanche, durent des éons, témoins silencieux du passage des civilisations. C'est vrai, admit Dewi, mais peut-être que la valeur de mon tissage ne réside pas dans sa permanence physique, mais dans les idées et les émotions qu'il transmet. Un cristal peut durer éternellement, mais sans quelqu'un pour apprécier sa beauté ou comprendre sa signification, quelle est sa valeur? Cette réponse semblait intriguer l'esprit de cristal. Tu parles avec sagesse. Explique-moi alors, quelle histoire espères-tu raconter avec ton grand tissage? Je souhaite tisser l'histoire de notre archipel, non pas comme des îles séparées, mais comme un tout interconnecté. Cristal Jiwa resta silencieux pendant un long moment, semblant absorber ses paroles. Puis il tendit une main cristalline vers le grand pilier de cristal. Regarde attentivement, dit l'esprit. Ce que tu vois est l'essence même du temps, concentré et accéléré. Le petit cristal grandissait, changeant de couleur à mesure qu'il se développait. Chaque couleur représente une période différente de l'histoire de ces îles. Le blanc est le temps avant les humains, quand les îles émergeaient à peine des profondeurs océaniques. Le violet est l'ère des premiers habitants qui vivaient en harmonie parfaite avec la terre. Le bleu marque l'époque des grands royaumes et des échanges culturels entre les îles. Et le
Le rose est votre présent, une période de changement rapide et de défis, mais aussi de possibilités infinies. Lorsque le cristal eut atteint la taille d'un doigt humain, l'esprit le détacha délicatement et le tint devant lui. Sous ses yeux, le cristal se transforma en un fil lumineux, aux reflets changeants qui capturaient toutes les couleurs qu'il avait traversées pendant sa croissance. Voici le 5e fil, tissé à partir du temps lui-même, des cristals Jiwa en le tendant à Dewi. Dewi accepta le fil avec une profonde révérence, ressentant sous ses doigts la texture étrange, à la fois solide comme un cristal et souple comme la soie la plus fine. Avant que tu ne partes, ajouta l'esprit de cristal, j'ai un présent supplémentaire pour toi. Ceci est un éclat de mémoire pure. Quand ton tissage sera terminé, place-le au centre du motif. Il servira de point focal, permettant à ceux qui contemplent ton œuvre de voir non seulement avec leurs yeux, mais aussi avec leur cœur. Ils pourront ainsi ressentir l'histoire de nos îles comme si c'était la leur. Une dernière chose, dit Cristal Jiwa, alors que Dewi s'apprêtait à se quitter la grotte. Le temps n'est pas une ligne droite, comme beaucoup le croient. Il est comme un tissu complexe avec des motifs qui se répètent, mais jamais exactement de la même façon. Garde cela à l'esprit quand tu créeras ton œuvre. Le passé informe le présent, et ensemble, ils tissent le futur. Sur ces paroles énigmatiques, l'esprit de cristal se fondit à nouveau dans le grand pilier central, laissant Dewi seul avec ses pensées et ses 5 fils sacrés. Le retour à la surface fut comme un rêve inversé. Lorsqu'elle émergea enfin à l'air libre, le soleil se levait à peine, teintant le ciel de rose et d'or. Elle se sentait transformée par son expérience, comme si une partie de la sagesse éternelle des cristaux s'était imprégnée en elle. Le jeune guide qui l'attendait près de la clairière aux 7 cascades fut surpris de la voir émerger de la forêt plutôt que de l'endroit où il l'avait laissée. Les anciens disaient vrai, murmura-t-il avec révérence. Les grottes se révèlent uniquement à ceux qui sont dignes. Avant de quitter les Moluques, Dewi passa quelques jours à apprendre auprès des tisserands locaux et échanger sur ces méthodes de teinture naturelle qu'elle avait perfectionnées pendant son voyage. Le voyage vers la Papouasie fut le plus long et le plus difficile. Cette terre lointaine à l'extrémité orientale de l'archipel était séparée des Moluques par des mers parfois tumultueuses et peu fréquentées par les navires marchands. Elle trouva finalement passage sur un bateau de pêcheurs qui se rendait dans ces eaux riches pour une expédition de plusieurs semaines. Les côtes de la Papouasie apparurent enfin à l'horizon après des jours de navigation. Selon sa carte, le 6e fil était gardé par un esprit ancestral qui habitait les montagnes brumeuses au cœur de l'île. Elle débarqua dans un petit village côtier où les habitants la regardèrent d'abord avec méfiance. Heureusement, l'un des anciens du village parlait un peu le malais, et Dewi put expliquer le but de sa visite. Lorsqu'elle mentionna sa quête des fils sacrés et montra respectueusement les 5 qu'elle avait déjà collectés, l'attitude des villageois changea. Ils se réunirent autour d'elle, fascinés par les fils lumineux et par son récit des esprits qu'elle avait rencontrés. Nos montagnes abritent effectivement un esprit très ancien et très puissant, confirma l'ancien après avoir consulté les autres membres de la tribu. Nous l'appelons Korwar, le gardien des ancêtres.
Comment puis-je trouver Korwar demanda Devi. L'ancien secoua la tête avec gravité. Ce n'est pas une question de le trouver, mais plutôt de lui permettre de te trouver. Il lui expliqua qu'elle devrait participer à une cérémonie traditionnelle appelée War, pendant laquelle les villageois communiquaient avec les esprits de leurs ancêtres à travers des chants, des danses et des transes rituelles. Si Korwar jugeait son cœur digne, il lui enverrait un signe pour la guider vers les montagnes et vers sa demeure. Le soir de la nouvelle lune arriva. Le village entier se rassembla sur la plage où un grand feu était allumé. Les hommes, le corps peint de motifs tribaux complexes et ornés de coiffes impressionnantes, faits de plumes d'oiseaux de paradis, commencèrent à jouer du tifa, un tambour traditionnel en bois recouvert de peau de lézard. Les femmes rejoignirent le cercle vêtues de jupes en fibres végétales, teintes avec des colorants naturels. Devi fut invitée à se joindre à la danse. Au début, elle se sentait maladroite, essayant d'imiter les pas complexes des femmes papoues. Mais progressivement, elle se laissa porter par le rythme hypnotique, son corps trouvant naturellement sa place dans cette chorégraphie ancestrale. Alors que la nuit avançait, certains villageois entrèrent en transe, leurs yeux se révulsant, tandis que leur corps continuait à danser comme animé par une force extérieure. Devi sentit une étrange chaleur se répandre dans son corps. Sa vision commença à se brouiller. Puis dans ce moment entre deux mondes, elle le vit, une silhouette sombre et majestueuse qui se tenait en retrait, observant la cérémonie. Contrairement aux autres apparitions, celle-ci semblait plus solide, plus présente. Sans hésitation, elle quitta le cercle des danseurs et se dirigea vers cette présence. La silhouette se tourna et s'enfonça dans la forêt qui bordait la plage. Devi marcha pendant ce qui semblait être des heures, gravissant des pentes de plus en plus abruptes. La végétation changeait à mesure qu'ils montaient en altitude. Finalement, ils atteignirent un plateau où se dressait un cercle de pierres dressées, semblables à des sentinelles silencieuses. Au centre se trouvait une pierre plus large et plus plate que les autres, comme un autel naturel. La silhouette s'arrêta là et se tourna pour faire face à Devi. « Je suis Korwar, dit-il d'une voix qui ressemblait au murmure du vent dans les feuilles. Gardien de la mémoire ancestrale et protecteur du fil qui relie les vivants aux morts. » Devi s'inclina profondément. « Je suis honorée de te rencontrer, Korwar. Je cherche le 6e fil sacré pour mon tissage d'harmonie. » Korwar l'observa en silence. « Tu as parcouru un long chemin, tisseuse, dit-il enfin, et tu as déjà appris beaucoup. Mais comprends-tu vraiment la signification de ce que tu cherches à accomplir ?» Il fit un geste vers les pierres dressées qui les entouraient. Ces monuments ont été érigés il y a des millénaires par les premiers habitants de cette terre. Chacun représente un ancêtre important, dont les connaissances et la sagesse continuent à guider leurs descendants jusqu'à aujourd'hui. Sans le lien avec le passé, le peuple perd son identité, sa direction et son âme. Le fil que je garde, poursuivit Korwar, est tissé à partir des histoires de tous ceux qui ont vécu sur ces terres depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. C'est le fil de la continuité, celui qui assure que rien de précieux n'est jamais vraiment perdu. Mais pour recevoir ce fil, tu dois d'abord me montrer que tu comprends sa valeur.
Parle-moi de tes ancêtres. Qui sont-ils et comment ont-ils fasciné celle que tu es aujourd'hui? Ma grand-mère était une maîtresse tisseuse, commença-t-elle doucement. Elle m'a appris non seulement les techniques du métier, mais aussi les histoires derrière chaque motif traditionnel. Elle disait que chaque tissage était une forme de prière, une manière de communiquer avec l'univers. Au fur et à mesure qu'elle parlait, les souvenirs affluaient. Son père, sa mère, son arrière-grand-père. Je comprends maintenant, dit-elle finalement, les yeux brillants de larmes. Chacun d'eux m'a transmis une partie de lui-même, des connaissances, des valeurs, une façon de voir le monde. Corwar hocha lentement la tête. Le passé n'est jamais simplement le passé, tisseuse. Il vit en nous, il nous guide, il nous définit. Et pourtant, chaque génération doit aussi trouver sa propre voie, ajouter son propre fil au grand tissage de l'existence. Il plaça sa main sur le cœur de Dewi. Montre-moi que tu comprends cette connexion. Crée quelque chose qui honore tes ancêtres tout en reflétant qui tu es aujourd'hui. Sous le regard attentif de Corwar, elle commença à tisser. Elle intégra des éléments inspirés par chacun des esprits qu'elle avait rencontrés pendant sa quête. Et au fur et à mesure que le tissage prenait forme, une atmosphère particulière s'installait sur le plateau. Lorsqu'elle eut terminé, elle présenta son œuvre à Corwar. C'était un petit tissu, mais d'une complexité et d'une beauté extraordinaire, capturant à la fois l'héritage ancestral de sa famille et l'étendue de son voyage à travers l'archipel. Tu as créé un pont entre les âges, dit Corwar. C'est exactement ce que représente le 6e fil. Voici le 6e fil, tisseuse, dit Corwar en lui tendant. Il est fait des histoires et des âmes de tous ceux qui ont marché sur ces terres depuis le commencement des temps. Dewi s'inclina profondément et accepta le précieux don. Et avant que tu ne partes, ajouta Corwar, je voudrais te confier quelque chose d'autre. Il se dirigea vers l'une des pierres dressées et en détacha délicatement un petit éclat. Cette pierre contient l'essence même de la mémoire ancestrale. Place-la près de ton cœur pendant que tu créeras ton grand tissage final. Et les voix des ancêtres te guideront. Elles t'aideront à trouver les motifs qui parlent non seulement à l'esprit, mais aussi à l'âme. Reconnaissante, Dewi accepta ce cadeau supplémentaire. Elle le plaça dans son baluchon aux côtés des autres trésors qu'elle avait collectés pendant son voyage. L'aube commençait à poindre lorsque Dewi quitta le cercle des pierres. À mesure qu'elle s'approchait du village, elle aperçut les premières lueurs du jour qui illuminaient les toits de chaume. Lorsqu'elle entra dans le village, plusieurs villageois la regardèrent avec curiosité. Sa disparition nocturne n'était pas passée inaperçue. Sa grand-mère l'attendait sur le seuil de leur maison, son visage ridé trahissant à la fois le soulagement et la compréhension. « Tu as rencontré l'esprit de la montagne, dit-elle simplement. » Dewi hocha la tête, incapable d'exprimer avec des mots ce qu'elle avait vécu. Sans dire un mot, elle sortit son métier à tisser et commença à travailler. Dans son tissage apparaissaient les étoiles, la mer, les montagnes et les visages des ancêtres et des esprits qu'elle avait vus. Pendant des jours et des nuits, elle tissa sans relâche. Dans les motifs complexes qu'elle créait, il reconnaissait des histoires presque oubliées, des légendes transmises depuis des générations
mais qui s'était estompée avec le temps. Le jour où elle termina son tissage, tout le village se rassembla. Dewi l'exposa sur la place centrale, une immense tapisserie qui scintillait comme si elle avait capturé la lumière des étoiles elles-mêmes. Voici notre histoire, dit-elle d'une voix claire et assurée. Voici qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous pouvons devenir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des générations, tout le village se réunit autour d'un grand feu. Les histoires anciennes furent racontées à nouveau, les chants traditionnels résonnèrent jusqu'aux étoiles. Dewi raconta ce qu'il fallait faire pour protéger l'archipel. Elle transmit tout ce qu'elle avait appris des esprits, des villageois et de son aventure. Dans les années qui suivirent, Dewi forma une nouvelle génération de tisseuses d'étoiles. Son village devint connu dans tout l'archipel pour ses magnifiques tissages qui racontaient non seulement leur propre histoire, mais celle de toutes les îles environnantes.